Comme promis, on se retrouve pour un autre point de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Nouvelle précision en ce qui concerne le départ à la retraite dès janvier prochain de certains officiers des forces armées togolaises. Les concernés initialement identifiés ne s'en iront pas tous. 3 d'entre eux continueront leur travail. Les raisons dans un instant. Nous parlerons également environnement. Un nouveau projet a été initié pour le renforcement de la protection du parc Fazao-Malfakassa. Elle prend en compte la situation économique des populations riveraines des aires protégées. D'autres détails à suivre également. Au-delà de nos frontières, fin imminente de la crise au Niger, le Premier ministre nommé par les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays a affirmé lundi que son pays avait bon espoir de parvenir à une entente d'ici quelques jours avec les États ouest-africains qui brandissent la menace d'une intervention armée. Nous y reviendrons. Puis en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, a été déclaré en tête des élections législatives tenues samedi dernier. C'est ce qu'ont révélé les résultats communiqués lundi par la commission électorale ivoirienne. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. On passe au développement tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Les officiers des forces armées togolaises ayant atteint la limite d'âge partiront à la retraite à partir du 1er janvier 2024, mais pas eux tous. Les dernières nouvelles informent que 3 d'entre eux continueront leur travail conformément à ce qui a été annoncé jusqu'en 2031. De qui s'agit-il concrètement et pourquoi cette décision? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Nadej Arlidja. Parmi les 10 officiers des forces armées togolaises à faire valoir leur droit d'admission à la retraite, 3 généraux feront l'exception. Il est exactement question des généraux Dadia Maganawe, comme l'a dit Taou, et Yak Damham. Les 2 premiers sont chefs d'état-major général et le 3e, ministre chargé de la sécurité et de la protection civile. Ces derniers ne partiront plus à la retraite comme prévu par l'arrêté ministériel datant du 25 août 2023 signé par le chef de l'État. Ils en ont encore pour 8 ans, c'est-à-dire qu'ils finiront pour de vrai en 2021. Pour cause, la situation sécuritaire du pays qui demeure critique, surtout dans les savanes où la menace terroriste est toujours présente. En se basant sur les justifications officielles données à cette décision, loin d'être une prolongation de mandat, il s'agira plutôt d'une transmission d'expérience et de savoir-faire vu l'ancienneté et l'expérience des 3 généraux en question. L'on retient que le départ à la retraite prochain des officiers togolais qui se préparent va tenir, mais sera sans les généraux comme l'a dit Taou, Dadia Maganawe et Yak Damham. Par contre, Soulé Abderman, Tchala Panapese, Kola Kabie, Safiou Balabadi, Yoma Ago, Agari Madressim et Gado Biwisowe sont les 7 qui iront à la retraite conformément à l'arrêté ministériel. Également dans l'actualité, une trentaine de migrants d'origine togolaise ont été arrêtés dans le sud-ouest du Nigeria. Ils seront rapatriés au Togo après des consultations auprès des autorités locales. On voit cela dans ce reportage d'Harold Messan-Atto. 33 Togolais ont été arrêtés et rapatriés dans leur pays d'origine, selon les autorités nigérianes. En effet, le commandement de l'État d'Ogun de la Nigeria Immigration Service (NIS) a annoncé ce 4 septembre 2023 l'arrestation de plusieurs dizaines de migrants, dont 60 Camerounais, un Burkinabé et 33 Togolais qui vivaient et travaillaient illégalement dans le sud-ouest du Nigeria. L'opération menée dans les zones d'Ibafo et de Sagamu a aussi permis l'arrestation de 51 Nigérians accusés de complicité. Selon la chef du commandement de l'État d'Ogun de la NIS, ces derniers sont coupables de complicité en introduisant illégalement des étrangers pour travailler dans le pays. Ils sont passibles d'une amende d'1 million de naira chacun ou de 10 ans de prison. En ce qui concerne les migrants illégaux, qui sont considérés par les autorités nigérianes comme une menace pour la sécurité du pays, ils seront tous rapatriés dans leur pays d'origine,
après des consultations appropriées avec les autorités de ces derniers. Pour l'heure, les autorités togolaises n'ont pas encore réagi. Le secteur numérique n'est pas du reste en ce qui concerne les efforts déployés par les autorités togolaises pour une croissance économique et durable. Depuis quelques années, des initiatives se multiplient pour faciliter l'accès de la population à Internet et ces initiatives semblent porter fruit. On voit cela avec les précisions de Bernard Quinvy. Le taux de pénétration d'Internet s'est nettement amélioré ces dernières années au Togo. Selon les données, alors qu'il n'était que de 7% en 2016, le taux de pénétration d'Internet a quasiment triplé. En effet, en seulement 3 ans, le taux a connu une évolution en flèche. De 11% en 2017, il est arrivé en 21% en 2019, en passant par 12% en 2018 avec un total de 1,71 million d'utilisateurs. Cette évolution, le Togo la doit à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration des conditions d'accès au réseau, la diffusion d'Internet mobile et aussi la diversification des bouquets d'offres Internet. Avec cette évolution, le Togo ambitionne d'être un hub digital en Afrique d'ici 2030. Rappelons aussi qu'entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnés à Internet fixe a augmenté de 65%. Par ailleurs, en 2022, Google a choisi le Togo comme premier pays en Afrique de l'Ouest à accueillir son câble sous-marin Equiano. Avec ces avantages, le pays doit nécessairement investir à fond pour la baisse des tarifs Internet. Prendre en compte les populations riveraines des aires protégées, les accompagner à initier des activités spécifiques serait la meilleure des façons pour faciliter la gestion durable de ces parcs. Ceci leur permettra d'améliorer leur résilience face au changement climatique et leur état de pauvreté qui les conduit à mener des activités anthropiques, dégradant ainsi ces parcs. Une initiative a justement été prise dans ce sens et voici les détails sur cette initiative dans ce reportage de Promise Pomegbe et de Félicité Chapla. Face à la menace de plus en plus pesante que représentent les activités humaines telles que l'agriculture et le braconnage sur les parcs nationaux, il urge de trouver des méthodes et stratégies pour assurer leur protection. L'une des solutions serait de réussir à accorder la protection des parcs avec les différentes activités économiques des populations riveraines. À travers la sensibilisation et l'accompagnement pour la mise en place d'activités économiques spécifiques, les communautés locales pourront adhérer à la réduction des activités impactant négativement les parcs. L'on peut par exemple promouvoir l'élevage pour contrer le braconnage, promouvoir la foresterie communautaire, un moyen pour protéger la biodiversité, contribuer à la sécurité alimentaire, atténuer et faciliter l'adaptation au changement climatique, mais aussi réduire la consommation de bois, énergie. L'on pourra également encourager des activités économiques viables avec un impact minime sur les parcs, les activités agricoles avec l'utilisation des bonnes pratiques agricoles. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Gestion durable des parcs FASAO, Malfakassa et amélioration des revenus des populations riveraines. Lancé récemment avec un coût global de 130 millions de francs CFA, ce dernier bénéficie d'un appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'une superficie de 1920 km², le parc national de Fasao Malfakassa, le plus grand du Togo, reste à la fois un patrimoine environnemental et une destination pour le tourisme. Nouveau drame survenu sur l'une des routes togolaises dans la soirée de ce lundi. Une moto avec à dos une passagère se sont fait percuter par un camion benne à ordures. Nous étions sur le terrain pour constater les faits. Voici le compte rendu de Kofi Kligé et d'Alain Akoucha. Pour une énième fois, les routes togolaises ont emporté une vie. Le drame s'est produit sur l'axe Atikoumé, ancienne douane d'Adidogomé, exactement au niveau de l'agence Togocel de Soviépé. Cet accident implique un conducteur de taxi-moto de la société Olé avec une passagère et un camion benne à ordures. Selon les témoins du drame, le conducteur de taxi-moto traversait le boulevard du 30 août au niveau de l'agence de Togocel et le camion benne à ordures l'a percuté par l'arrière. Une percussion qui a finalement fait un mort et un blessé grave. Avant l'arrivée de l'équipe sur les lieux, le conducteur de taxi-moto Olé a été évacué d'urgence à l'hôpital pour maximiser les chances de sauver sa vie. Quant à la passagère, elle a rendu l'âme sur le champ. La famille alertée est inconsolable sur le lieu du drame.
Par ailleurs, la victime n'avait pas de casque au moment du constat de l'équipe dépêchée sur les lieux. Une occasion de rappeler les propos de la gendarmerie nationale. Je cite, « Les accidents, il y en aura, mais si tous les usagers de la route observent les règles de sécurité prescrites, ces accidents seront beaucoup moins mortels. » Nous passons à l'actualité internationale à présent, fin imminente de la crise actuelle au Niger avec une levée éventuelle des restrictions imposées à l'État. Une question justifiée, ceci d'autant plus qu'Ali Mahaman Lamine Zaïne, le premier ministre nommé par la junte militaire au pouvoir, a déclaré avoir bon espoir quant à un accord entre son pays et la CEDEAO. Le compte-rendu de son intervention. Lors d'une conférence de presse à Niamey, la capitale nigérienne, Ali Mahaman Lamine Zaïne, le Premier ministre nigérien, a déclaré lundi qu'il espérait un accord avec la CEDEAO qui a menacé de recourir à la force pour rétablir le pouvoir civil. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Les pourparlers en cours avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest n'empêchent pas les autorités nigériennes de se préparer à une éventuelle intervention, comme l'a indiqué Lamine Zaïne en déplorant une guerre injuste. Mais en tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste. Bola Tinubu, le président du Nigeria, qui est également le président en exercice de la CEDEAO, a suggéré jeudi dernier une période de transition de 9 mois. Les militaires ayant précédemment évoqué une transition de 3 ans n'ont jusqu'à présent pas répondu à cette suggestion. Nous quittons le Niger pour le Gabon. Depuis ce lundi, le pays est officiellement dirigé par un comité de transition présidé par le général Brice Oligui. Il a prêté serment hier. Mais déjà, le peuple gabonais reste attentif à ces nouveaux dirigeants provisoires et espère une amélioration de la situation, particulièrement dans le secteur éducatif et celui juridique. Alors que le Gabon accueille Oligui Nguema, le nouveau président de la transition, une série de défis cruciaux se dressent sur son chemin. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, et les enseignants ont déjà le regard tourné vers le nouveau dirigeant. Le gel des recrutements dans le secteur éducatif depuis 2018 et la suspension de la mise sous présalaire, 2 facteurs qui ont précarisé leur métier ces dernières années. Il y a 3 points que je peux retenir tout de suite. Et le premier point, c'est la régulation des situations administratives des enseignants. Le deuxième point, c'est la régulation des situations financières, donc les rappels soldes. Et après aussi, il ne faut pas l'oublier, l'arrimage des pensions retraite au niveau système de rémunération. Marcona Essangui est une voix de la société civile gabonaise. Pour lui, l'impact de la malgouvernance des années précédentes ont négativement impacté le développement du Gabon. On ne peut pas fonctionner dans un pays si la justice est aux ordres corrompue. On ne peut pas fonctionner dans un pays si l'espace civique est restreint. Il faut ouvrir l'espace civique avec les citoyens qui s'expriment, la presse indépendante et surtout, un état de droit. Un état de droit, si nous avons tous ces garde-fous, nous sommes en mesure de pouvoir fonctionner sans pour autant craindre une certaine dictature. Et un état de droit, c'est un état où les citoyens et les gouvernants fonctionnent avec la loi. Les institutions du Gabon ont été confrontées à des défis persistants, notamment des questions de transparence et d'efficacité. La restauration de celle-ci est essentielle pour le pays. Il faut mettre en place un chronogramme qui nous permettrait d'aller à des élections libres et transparentes. Si on veut organiser des vraies élections, on ne se donne pas un délai en se disant on s'enferme dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Si c'est nécessaire qu'il faut prendre 6 ans, on prendra les 6 ans nécessaires pour que notre pays soit définitivement libre. Lors de son investiture, le général Brice Oligui Nguema a promis des élections libres, transparentes et crédibles pour rendre le pouvoir aux civils.
Il a également appelé à la participation de toutes les forces nationales pour élaborer une nouvelle constitution adoptée par référendum. Pour beaucoup de Gabonais, l'avenir du pays dépend de ces efforts. En Côte d'Ivoire, les élections législatives ont été largement remportées par le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. C'est ce qu'ont révélé les résultats compilés pour 30 régions sur 31 et 199 communes sur 201 proclamés par Ibrahim Kubiert, président de la commission électorale ivoirienne. Le RHDP a été à la tête des résultats dans 123 municipalités et 25 régions. Les deux principales formations d'opposition, quant à elles, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui s'était allié dans de nombreuses localités, obtiennent 34 communes et 4 régions, le reste revenant à des candidats indépendants. Nous quittons à présent pour la République démocratique du Congo la situation des déplacés de guerre, particulièrement ceux de la province d'Ituri dans l'est du pays, demeure désespérante face à la persistance des violences. Alors que la prise en charge semble de plus en plus compliquée pour les acteurs humanitaires, d'autres victimes continuent par arriver sur le camp des déplacés. On voit cela dans le reportage qui suit. Dans les camps de déplacés d'Ituri, province déchirée de l'Est de la République démocratique du Congo, il règne chez ces familles de réfugiés un sentiment de désespoir. Comme tous ceux qui ont fui leur village, Henriette a dû quitter sa maison à Oualense-Vokutu, quand un soir d'avril 2021, les forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique ont attaqué. Quand nous avons été forcés de fuir, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté et ils ont mis le feu à toutes les maisons. Ce jour-là, ils ont tué 4 personnes, dont ma sœur, 2 hommes et une autre femme. Ils les ont poursuivis dans la brousse et les ont tués là-bas. Les acteurs humanitaires et les agences de l'ONU sont dépassés. L'aide ne suffit plus et les besoins ont augmenté du fait de nouveaux conflits ou de la résurgence d'autres, comme la rébellion du M23 au Nord Kivu. Dans la province d'Ituri, il y a 1,7 million de personnes déplacées, déracinées de leur zone d'origine, ce qui représente 39% de la population de cette province. C'est un chiffre choquant, c'est énorme. Cela signifie que 4 personnes sur 10 sont déplacées dans la province de l'Ituri. Les déplacés reprochent au gouvernement de ne rien faire pour eux. Le gouverneur de la province, le général Johnny Luboya Nkachama, assure le contraire, tout en évoquant les moyens limités de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement donne, mais les Nations Unies n'arrivent pas parce que, bon, ça fait au moins... Et c'est un déséquilibre, quoi. Donc nous tous, nous avons ce problème là-bas. Et donc c'est tout à fait vrai que ces derniers temps, il n'y a pas une certaine régularité, mais que ce soit les Nations Unies apporter beaucoup d'aide, le gouvernement aussi a apporté de l'aide. La RDC compte plus de 6 millions de déplacés internes dont la majorité se concentre dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Sur plus de 2 milliards de dollars requis pour leur venir en aide, seuls 747 millions étaient disponibles le 16 août selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU. Manifestation au Maroc, une vingtaine de Marocains sont descendus dans la rue. Ils se sont rassemblés devant le Parlement marocain. Que réclament-ils exactement? Une action concrète de leur gouvernement suite à l'assassinat de 2 vacanciers marocains, tous 2 tués par des côtes-gardes algériens dans une zone frontalière. Voici le compte rendu. Ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés lundi devant le Parlement de Rabat au Maroc pour dénoncer la mort de 2 touristes. Selon les médias locaux, Bilal Kissi, un vacancier franco-marocain, et son cousin Abdelali Mechouar ont été tués en jet ski le 29 septembre par les gardes-côtes algériens. Nous demandons que le gouvernement marocain fait preuve de beaucoup de fermeté devant ces crimes. Que ce soit par les déclarations, que ce soit par les actions qu'ils ont la possibilité d'entamer près les instances internationales. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est de contester, au moins médiatiquement, avec des déclarations officielles, avec des actes diplomatiques. Les associations marocaines et internationales, dès demain, vont déposer des dossiers
au niveau des juridictions internationales et une lettre sera adressée au secrétaire général de l'ONU. Le ministère de la Défense algérien a indiqué dimanche que des coups de feu ont été tirés, évoquant une activité accrue du crime organisé dans cette zone frontalière. On vous en parlait hier. Ce lundi, un sommet sur le climat s'est ouvert à Nairobi, la capitale kenyane, en prélude à la COP 28. À l'occasion de cette rencontre à laquelle prend part également des institutions occidentales, la présidente de la Commission européenne est revenue sur l'importance d'un investissement massif sur le continent pour permettre à l'Afrique de pouvoir mieux faire face aux défis climatiques. Alors qu'elle participait au premier sommet africain sur le climat mardi à Nairobi, la présidente de la Commission européenne a réitéré l'engagement de l'Union européenne à aider l'Afrique face au changement climatique. Ursula von der Leyen a notamment appelé à plus d'investissements sur le continent. L'action climatique peut être l'un des principaux moteurs de la croissance africaine. Mais pour cela, l'Afrique a besoin d'investissements massifs. Et l'Europe veut être votre partenaire, veut être un partenaire pour combler ce déficit d'investissement. La présidente de la Commission européenne plaide aussi pour la création des chaînes de valeur dans le cadre des opportunités gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas seulement intéressés par l'extraction des ressources. Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locales, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. C'est essentiel pour les jeunes, car plus vous serez fort en tant que fournisseur, plus l'Europe diversifiera ses chaînes d'approvisionnement vers l'Afrique et plus nous réduirons les risques pour nos économies respectives. C'est clairement gagnant-gagnant. Le premier sommet africain sur le climat a débuté lundi au Kenya. L'Afrique paie le prix fort du changement climatique dont elle n'est en réalité pas responsable. Voilà, point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre point. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée chez vous.